considéré comme un puits naturel des gaz à effet de serre. Il y a aussi dans le domaine de la formation et la formation dans le domaine des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Il y a aussi les programmes de sensibilisation par rapport à la rationalisation de la consommation de l'énergie. Vous avez aussi, donc, comme axe central, donc, les missions de l'Agence nationale du changement climatique qui vont vers donc l'intégration de cette préoccupation dans les plans de développement, y compris la santé, donc l'éducation, l'agriculture, les ressources en eau. Voilà principalement donc les actions qui sont engagées. menées, oui. Et cela aussi, vous savez que la contribution nationale de l'Algérie est une contribution provisoire. Provisoire dans le sens est-ce que, donc à partir de l'année 2016, il va y avoir des réunions de concertation, il va y avoir donc un travail avec tous les acteurs donc de l'État, même donc prévu pour justement préparer la feuille de route. Comment on va y arriver à honorer donc les engagements de l'Algérie. Oui. Alors, monsieur Khalfi, justement, oui. Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 7% d'ici 2030, un objectif que s'est fixé l'Algérie, donc en ayant recours aux énergies renouvelables. Alors concrètement, pouvez-vous nous expliquer pour nos téléspectateurs quelles sont justement ces solutions existantes? Eh ben, très franchement, cette nouvelle ne nous fait que ravir. Donc, je suis fier d'appartenir à un pays qui s'engage dans cette voie. Reste maintenant à ce que ça soit appliqué, et puis 7%, étant donné qu'on n'est pas un pays aussi industrialisé, développé, etc., relativement par rapport aux autres pays, c'est vraiment rien comme effet globalement parlant. Mais disons, si on se limite à cette politique, à cette initiative, donc sur le terrain, les solutions, moi je les vois sous deux formes. Il y a ce que j'appelle les solutions intermédiaires, transitoires, pour accompagner d'un point vers un autre, donc du fossile vers le non-fossile, et une solution dite efficace, immédiate, efficace, et être un peu, par certains, appelée radicale, parce qu'elle est en opposition aux énergies fossiles. Donc, ce qui est de la solution intermédiaire, nous avons l'efficacité et l'efficience énergétique. Nous avons l'économie d'énergie, donc il y a un gaspillage extraordinaire en termes d'énergie. Ça, ce sont des gestes simples. J'ai témoigné plusieurs fois, on a constaté des maisons qui se ferment pour aller en congé pendant 1 mois, 2 mois à la campagne ou à la mer, et on laisse toutes les lumières allumées sous prétexte qu'on est présent, etc. Pourquoi? Parce que la facture n'est pas chère, et que c'est le voyage qui est cher, et c'est autre chose qui est cher. Il y a un comportement quotidien donc du citoyen qu'il faut réviser, qu'il faut encourager, il faut changer nos réflexes. Il y a aussi la réduction des émissions à gaz à effet de serre il y a le CO2, il y a le méthane qu'on néglige. Le méthane, il est dévastateur, c'est la couche d'ozone. Donc si on explique aux simples citoyens quelles sont les couches au niveau de l'atmosphère, donc la troposphère et la stratosphère, etc. Donc qu'est-ce qui se passe, comment ça se déroule, c'est quoi cet effet de serre? Et je pense qu'il va prendre conscience de l'effet et il va changer son comportement, parce qu'il y a une répercussion directe maintenant sur sa santé. Ce n'est plus le climat, ce n'est plus la plante, maintenant c'est lui-même. Il y a des allergies qui sont en train d'apparaître, etc. Donc il y a danger. Je ne suis pas alarmiste, mais c'est une réalité. Si on va dans les secteurs de santé, ils vont vous dire qu'il y a eu des allergies ces dernières années, mais de façon qu'elles soient de peau ou bien la respiration, etc. Il y a aussi le CFC que l'Algérie est en train de lutter. Là, c'est le chlorofluorocarbure. Donc CFC, où généralement maintenant, grâce à la PRU et le suivi rigoureux par rapport à l'efficacité énergétique, donc on porte même des étiquettes au niveau de l'électroménager, le A, le B, le C, pour dire à quel point on lutte contre tout ça. Et il y a des solutions radicales, immédiates qu'on peut appliquer, c'est d'aller vers les énergies renouvelables, le solaire, d'où donc on intervient directement. Un formidable potentiel en termes de solaire en Algérie. D'abord, si vous me permettez,
Le soleil, ce n'est pas comme le pétrole ou les hydrocarbures. Il faut creuser, il faut prospecter, il est là. Donc c'est un gisement gratuit. Il y a le coût d'abord qui est réduit. On le cherche pas, il est là. Ouais. Secondo, donc il y a toute une industrie qui va venir après. Si on commence à pratiquer, à appliquer les énergies renouvelables, si on prend l'exemple je vais aller très pratique pour le téléspectateur puisqu'on prendre un peu la chose, c'est-à-dire on est porteur de solutions dans le sens où si je rebondis ce que vient de dire mon ami de l'environnement, dans les CET. Moi, j'ai été voir les directeurs de Wilayat. Le directeur de Wilayat, il est dans un problème faramineux, extraordinaire. Comment dégager un terrain pour mettre les déchets? S'il se rapproche de la ville, c'est grave et c'est cher. S'il s'éloigne de la ville, il y a un problème d'électricité, de sonner le gaz, de transport, etc., etc. Nous, on vient là. Il y a une solution des énergies renouvelables, notamment le solaire. Alors, on s'éloigne de la ville, le terrain est moins cher, la disponibilité d'électricité et un traitement efficace. Donc, il y a d'une seule action, on peut arranger pas mal de choses à la fois, et le coût, et le trésor public, et l'institution. Les solutions existent. Monsieur Saïfi, un mot peut-être justement sur la réduction des gaz à effet de serre. Écologie sans frontières n'a d'ailleurs pas hésité à saisir la justice. Vous aviez déposé une plainte contre X en 2014 contre la pollution de l'air. Il y a déjà eu en 2000, il y a eu toute une série de plaintes parce qu'on est aussi spécialisé en droit de l'environnement. Et le droit de l'environnement, c'est faire respecter le droit. Déjà, on parlait des normes. Vous avez cité un certain nombre de polluants. Si déjà, j'allais dire que ce soit en Algérie, en France, en Europe, partout dans le monde, les gens respectaient les normes, on n'en serait pas là. Et le problème, c'est que on considère que l'économie prime sur tout. Voilà, c'est la santé et le réchauffement climatique, on verra ça plus tard. Mais à un moment donné, on s'aperçoit que là, il y a un problème. C'est-à-dire, on peut faire ce que vous voulez, et on peut pas. On a des œillères, mais devant les œillères arrive un problème. Donc il y a la fonte des glaces, mais la fonte des glaces, on voit ça comme quelque chose, comme un dessin animé. C'est très éloigné. C'est une réalité. C'est une réalité qui a des conséquences sur les mers. On est à Alger, ici, à quelques centaines de mètres. Ça a déjà une conséquence sur la mer ici, parce que le réchauffement climatique a une conséquence sur l'acidification des océans. Et il y a un problème donc les poissons meurent, tout simplement. Donc les pêcheurs, déjà, vous avez tout le littoral qui est déjà impacté. Vous avez une conséquence aussi très pratique, c'est que ceux qui sont au bord de mer sur le littoral algérien, pour citer que celui-là, ils devraient se faire du souci parce que ça va reculer d'une centaine ou 200 mètres. Donc si vous avez une maison qui est au bord du littoral, à mon avis, vous devriez devenir écologiste et commencer à... Mais les conséquences, alors c'est vrai qu'il faut associer les entreprises. Et les réductions, l'adaptation des entreprises, elle est très importante. Et il faut reconnaître aussi, parce que c'est important de le reconnaître, c'est que l'Algérie a toujours été en pointe aussi en matière pour essayer d'emmener, parce que c'est pas juste que l'Algérie, hein. Si c'était le problème que l'Algérie, et puis c'est comme Tchernobyl, le nuage de Tchernobyl, il s'est pas arrêté aux frontières. Pas de frontières, bien évidemment. Donc c'est quelque chose il faut agir avec le continent, à l'échelle planétaire, avec les continents africains. L'Algérie était présidente du groupe des 77, je crois, il y a quelques années, et ça permet aussi d'avoir une contribution importante des pays dits du Sud ou pauvres, par rapport aussi à ceux qui sont en face, qui sont les pays du Nord, qui polluent beaucoup, qui ont les technologies, qui ne veulent pas les donner. Et ça, c'est très très important. Donc, l'adaptation, ils leur disent, adaptez-vous, mais s'ils s'adaptent comme un pays occidental doit s'adapter, c'est l'effondrement de leur économie. Déjà qu'ils sont déjà en difficulté. Donc, c'est l'objet du fonds vert de 100 milliards d'euros. Et là, c'est un vrai problème pour l'abonder. Il faut mettre de l'argent, voilà, c'est tout simplement. Hein. Vous évoquiez justement la question du littoral et de la préservation du littoral. Pour préserver notre littoral, la société civile en Algérie se mobilise. Lutte contre la pollution, sensibilisation des plus jeunes à l'écologie. L'association écologique Boumerdes œuvre à devenir un véritable partenaire et un acteur avec un rôle dynamique et effectif au sein de la société civile qu'il faut contribuer à ériger, voire à maintenir au niveau le plus approprié
appropriée, consciente de l'importance donc de préserver notre littoral. On découvre sans plus tarder ce reportage signé Bouchra Bouali. Boumerdès, c'est environ 100 km de côte, une trentaine de plages autorisées à la baignade, des falaises rocheuses et un cours d'eau dunaire, autrefois dense, quasi inexistant aujourd'hui, en raison d'une urbanisation effrénée. Il n'y avait pas beaucoup d'habitations, il n'y avait pas de route. Tout cela, là où nous sommes, la route qui y mène, était constituée de dunes. Et donc, avec le temps, ces dunes sont parties, puisque avec le développement urbain, donc il y a eu des routes, le développement de la ville, Boumerdès actuellement. Une urbanisation démesurée à laquelle il faut ajouter l'extraction de sable, un phénomène qui a longtemps menacé le littoral. Il y a les extractions de sable à la base, notamment avec cette accélération début des années 90. Voilà, donc ça c'est terrible. Il y a des moments où sur certaines plages, on est à un niveau, j'allais dire presque, des niveaux inférieurs à zéro au niveau du niveau de la mer. D'ailleurs, cet enlèvement parfois a mené, donc du côté de Zmouri, il y a des gens qui ont fait un défrichement de zones forestières pour se dire non, donc en fait, c'est pour faire un aménagement agricole. Les gens se sont servis beaucoup de cet aspect. Et un ensemble donc, de choses ont fait que d'actions où tout le monde se servait. Aujourd'hui même, si quelqu'un a besoin de sable pour sa petite salle de bain, il vient en prendre. Hein. Donc même il y a donc j'allais dire des institutions qui viennent prendre donc des camions. Voilà, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de police au sens étymologique du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui régule le terme. Il y a la PUP, la police de l'urbanisme et de la protection de l'environnement, mais le plus souvent, c'est à elle une fois qu'on s'adresse quand le mal est fait. Quand le mal est fait, il est difficile d'y remédier, notamment en ce qui concerne la pollution, première menace qui plane sur la côte. Ce sont tous les gens, donc ces anciennes habitations, qui sont le plus souvent, dans beaucoup de cas ou dans certains cas, ne sont pas pourvus, ils ont juste des fosses septiques et les eaux usées se déversent à la mer. Voilà, donc c'est en train de disparaître, mais là encore, on est en train il faut voir le contrôle. Face à ces menaces, des mesures ont été prises pour protéger et valoriser les zones côtières. Une loi littorale a même été promulguée en 2002. Mais est-elle parvenue à ses fins? Alors non. La question est nette, sans bavure, non. La portée de la loi n'était pas très réaliste. Elle était non. Alors, elle n'était pas, j'allais dire, applicable au départ, et elle n'est pas appliquée parce qu'elle est très difficile. Il faut auditer les lois. Si vous avez un mekher, vous avez par exemple le redouane, le DPM, il fait 100 mètres, on ne construit pas, et personne ne le respecte, et ne peut le respecter. Ou un DPM à 50 ou 60 mètres, que tout le monde respecte. Et là, forcé à la loi. C'est tout le problème. Un problème qui risque de perdurer et menacer davantage le littoral si rien n'est fait dans le sens d'un développement durable. De retour sur le plateau de Diasporama, nous allons voir donc un reportage consacré à la préservation de notre littoral, à Boumerdès, action menée par cette association écologique Boumerdès. Alors, sensibiliser l'opinion publique, les plus jeunes notamment, à l'éducation environnementale, c'est aussi le rôle de votre association, Caméra Vésic, association PIC Environnement. Alors concrètement, comment forme-t-on, comment formez-vous des éco-citoyens ? Alors, les éco-citoyens, ça se trouve partout, et pas seulement chez les enfants. C'est vrai que souvent, quand on parle éducation, on a tendance à focaliser sur les enfants, alors que les enfants, les pauvres, c'est pas eux qui font les gestes de pollution au quotidien. Donc nous, ce qui nous intéresse beaucoup de former, c'est surtout les adultes. Alors que ce soit des entreprises, les salariés d'entreprises qui, dans leur vie au quotidien, génèrent beaucoup de déchets, de gaspillage d'énergie, etc. Les collectivités, les conseillers, les grands publics, tout ce qui est grand public, les consommateurs, par exemple, en magasin, quand ils vont faire leurs courses. Donc voilà, il y a énormément de chantiers à ouvrir et énormément de thématiques. J'en profite quand même pour saluer
l'effort de l'Algérie et l'ambition de l'Algérie d'être leader sur ces énergies renouvelables. Et je sais qu'il y a énormément de choses qui pourront être faites. Il y a déjà énormément d'associations qui œuvrent en Algérie. J'ai entendu Sidra, Janato El Arif, etc. Très souvent, on pense juste, comme on l'a vu là dans le reportage, à tout ce qui est propreté urbaine, nettoyage nature, nettoyage de plage, nettoyage de rue, etc. Alors que cela va beaucoup plus loin. Prenons par exemple la problématique justement des déchets. Là, comme disait le monsieur, on s'occupe des déchets, une fois qu'ils sont là, on ramasse. Alors qu'il y a toute une problématique qui est la prévention des déchets. Comment faire moins de déchets? On est envahi par les sacs plastiques, par exemple. Comment faire pour ne plus avoir recours à ces sacs plastiques? Avoir des sacs réutilisables, des paniers, etc. Dans ces courses, comment faire les courses autrement? Pour du coup jeter beaucoup moins. Il y a énormément de gaspillage alimentaire, de gaspillage de pain. Donc voilà, vous proposez des ateliers de sensibilisation? Comment ça se passe? Tout à fait. Alors il y a énormément de structures qui créent des choses. L'idée c'est d'aller chercher l'information, elle existe, et d'aller effectivement de redonner l'information de manière plutôt ludique. Oui. Si vous dites aux gens, venez, je vais vous faire une conférence, je vais vous faire une formation, ça ne les intéresse pas beaucoup. Alors que si vous invitez à quelque chose de beaucoup plus festif, alors là ils viennent, ils sont intéressés, et vous en profitez pour passer des messages pédagogiques. Donc on a parlé des déchets, il y a tout ce qui est par exemple aussi énergie, l'économie d'énergie. Donc en ce qui concerne l'énergie, il y a effectivement, comme vous disiez, tout ce qui est infrastructure, équipement. Donc là, c'est au niveau de l'État, au niveau des industriels, mais il faut aussi responsabiliser les citoyens. Parce que le citoyen se dit toujours, c'est pas à moi de le faire, c'est aux industriels, c'est à l'État. Non, on peut aussi, comme vous le disiez, monsieur, faire d'autres choix plus citoyens. Vous arrivez au magasin, vous devez acheter un réfrigérateur, un lave-linge, un micro-ondes, n'importe. Comme vous disiez, regardez l'étiquette énergie pour savoir celui qui va consommer le moins. Effectivement, des fois, il peut y avoir un petit surcoût, mais ce surcoût, sur le temps, on s'y retrouve. L'utilisation des appareils. Vous parliez aussi de laisser les lumières allumées, etc. Donc, plein de petits gestes à apprendre. Quelque chose qui nous concerne tous, qui devient de plus en plus fréquent, c'est tout ce qui est nouvelles technologies de l'information. Les emails, Internet, les téléphones. Est-ce qu'on est obligé, voilà, d'avoir toujours le dernier smartphone, de changer régulièrement de téléphone pour faire de plus en plus de déchets électriques et électroniques? Les emails et les recherches Internet, tout ce qui est requête, ça consomme énormément d'énergie via les serveurs informatiques. Là, pareil, il y a plein de petits gestes à apprendre. Faire les requêtes les plus précises possibles. Penser à pas gâcher les batteries. Enfin voilà, il y a énormément de petits gestes On va au découvrir quotidien. d'ailleurs quelques images de l'association PIC Environnement dans quelques instants sur vos écrans que vous pouvez commenter. Donc des ateliers tout au long de l'année. Vous êtes dans les Hauts-de-Seine, à Issy-les-Moulineaux, c'est ça? Alors on est dans les Hauts-de-Seine, dans toute l'Île-de-France, et j'espère bientôt qu'on pourra aussi œuvrer en Algérie. Le but étant de faire des échanges de bonnes pratiques, parce qu'il y a déjà tellement de choses qui sont intéressantes et qui sont faites ici que voilà, on a de quoi s'enrichir mutuellement. Là par exemple, qu'est-ce qu'on voit comme image? On voit la construction d'un hôtel à insectes pour aider la biodiversité en ville. Les insectes ont du mal à trouver des logements en ville. Voilà, tout est bétonné, etc. Il n'y a plus d'espace pour la faune et la flore en ville. Donc, on construit ces hôtels insectes, on aménage des insectes jardins qui ont leur importance dans l'écosystème. Qui ont leur importance, tout à fait. Les abeilles surtout. Oui. Les abeilles, sentinelles de l'environnement, d'où la mascotte de notre association, l'abeille Pic Environnement. Là, on fait de la sensibilisation à la biodiversité, et justement avec une fausse ruche, on apprend le rôle des insectes. En ville, on aimerait vivre presque de manière neutre, sans aucun animal, mais on en a besoin de cette faune et de cette flore en ville. Là, on a installé un petit jardin dans une crèche. Voilà, les enfants de la crèche, il y a des enfants en ville qui n'ont... responsabiliser. Voilà, mais il y a des enfants qui n'ont jamais vu une carotte autre que coupée dans l'assiette, qui n'ont jamais vu un poisson autre que pané dans leur assiette. Donc voilà, on leur fait redécouvrir la faune et la flore. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça d'installer un petit bout de terre. Pour créer ces jardins participatifs, ces jardins communs, comment on va les financer?
Avec le crowdfunding, Alors le système tout n'est pas sujet à financement. Certaines choses se font aussi complètement gratuitement. Les mairies octroient des friches qui sont inutilisées, donc elles disent allez-y, installez-vous. Et là, c'est sur le travail de chacun, l'huile de coude de chacun, chacun s'y met. Là, on voit l'installation du tri sur des événements sportifs. Il y a énormément d'événements sportifs culturels qui se passent, et là, c'est très pollué. Les gens jettent des bouteilles, des verres plastiques. Donc nous, on installe des bornes de collecte et on sensibilise les gens. Comme vous le disiez, monsieur, tout à l'heure, une fois que les personnes ont compris que c'était leur intérêt, que c'était leur santé, que c'était leur porte-monnaie, ils sont tout à fait partants pour le faire. C'est juste qu'ils ne voyaient pas le lien entre leur vie quotidienne et les grands enjeux, les grands enjeux climat. Et les conséquences de ces petits gestes du quotidien qui peuvent effectivement... Je finis juste sur la qualité de l'air. Monsieur en parlait tout à l'heure. On parle beaucoup de la qualité de l'air extérieur, la pollution des villes, due aux voitures, aux embouteillages, au diesel. Mais ce qui est souvent négligé, c'est la qualité de l'air intérieur. Souvent, dans les appartements, l'air est plus pollué qu'à l'extérieur. Il y a énormément de produits qu'on utilise, de produits de synthèse, etc. Tout ce qui est aussi combustion, les bougies, l'encens, enfin voilà. Il faut essayer de limiter tout ça. C'est pas une question de coût spécifiquement, ça peut être au contraire une source d'économie. Et quand on pense au nombre de personnes qui sont malades, voilà, on est tous touchés par, de manière plus ou moins proche, par des personnes qui sont asthmatiques, qui ont des cancers, qui ont des choses. Donc, on est vraiment tous concernés et c'est pas une vague négociation qui se passe en ce moment entre États. Tout à fait. Monsieur Saïfi, une réaction justement sur cette question de pollution et de qualité de l'air? C'est très important. C'était juste pour rebondir, c'est que l'écologie maintenant c'est plus un luxe de pays riches. C'est quelque chose de très concret qu'il faut intégrer dans notre économie. Vous l'avez intégré au niveau des entreprises, au niveau de l'État, et c'est quelque chose, une prise de conscience importante. Je veux dire, les histoires de pollution, par exemple la pollution de l'air, tout simplement, on se limite à ça. Je vois par exemple sur Paris, mais sur Alger aussi, ou les grandes villes algériennes. Il y a, les gens ont des problèmes respiratoires, des problèmes d'asthme, des problèmes de... il y a toute une Ce sont des pathologies déclinaison qu'on retrouve effectivement dans toutes les qu'on grandes villes. retrouve dans toutes les grandes villes. Vous avez une concentration de voitures au niveau des... Il y a 5 sources de pollution. Par l'automobile, par l'agriculture. Alors Dieu merci, en Algérie, on n'utilise pas trop de pesticides, donc c'est assez limité. Vous avez les avions aussi, vous avez la pollution industrielle. Je pense que les industries algériennes doivent aussi s'adapter pour éviter de polluer. Quand vous voyez en pleine ville comment on appelle ça là, des entreprises de bâtiments qui font les pierres, qui font... C'est quand même et toutes les fumées qui ressortent sur les enfants, c'est quand même assez dramatique. Et donc voilà, vous avez cette source la pollution par les chauffages aussi, des chauffages mal réglés, qui s'évaporent. Donc tout ça fait comment? Des accidents. Et donc vous avez une pollution, les enfants, les femmes enceintes, les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, et donc ça c'est quand même quelque chose qui a un coût pour la santé, qui a un coût pour l'État et qui a un coût pour les personnes. Donc je pense que c'est quelque chose qui, je ne sais pas si on doit aussi faire des appels à l'État algérien qui fait quand même des choses extrêmement intéressantes, c'est de dire qu'il faut aller vraiment vers des solutions, et ça sera que mieux pour l'économie dans quelques années, vers des solutions propres, de technologies propres. C'est important aussi qu'il y ait aussi, il y a l'État, mais il y a aussi la société civile, et qu'on donne les moyens aux ONG, mais excusez-moi de l'expression, des vraies ONG qui jouent un rôle d'ONG. C'est-à-dire que une ONG et dans la qui puisse, nous on est ONG par exemple à Paris, moi ça ne me dérange pas de critiquer la ministre de l'écologie s'il y a une mesure qui n'est pas bonne. Mais on dit aussi des fois que c'est bien, et des fois on construit des mesures ensemble. Dans le débat, bien évidemment. Dans le débat et dans le respect. J'allais dire, il ne faut pas prendre... donc je pense qu'en Algérie, il faut qu'il y ait des ONG en matière environnementale, comme il y en a en matière sociale, comme il y en a en matière de toutes les... Et je pense que la qualité et la grandeur d'un pays se reconnaît aussi à ça. Très bien. Alors je vais faire réagir là-dessus justement Monsieur Omar Khaber, puisque vous parliez effectivement des mesures peut-être à prendre du côté de l'État algérien. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence sur les changements climatiques, agence créée en 2005. Alors est-ce qu'on peut brièvement exposer les actions de cette agence et surtout ce que prévoit aujourd'hui la législation?
Très bien. Donc, pour répondre à cette question, j'aimerais bien commencer par la deuxième partie, par le volet réglementaire et législatif, pour justement arriver à la naissance de l'Agence nationale du changement climatique. Vous savez, la première loi de l'environnement en Algérie est datée de 1983. Et en 2010, cette loi a été amendée pour justement intégrer la dimension de développement durable et dans cette notion de développement durable, tous les aspects qui ont été évoqués par donc les invités, à savoir la sensibilisation par rapport à l'environnement, l'éducation à l'environnement et même les normes en termes de pollution atmosphérique, par exemple. Et vous savez, l'industrie algérienne est passée par deux normes. Il y a les anciennes installations classées, par exemple, qui sont soumises à un niveau un peu plus tolérant. Pourquoi? Parce que justement, notre collègue tout à l'heure, il a dit que si effectivement on applique les normes environnementales les plus sévères, effectivement c'est la défaillance de l'économie nationale. Donc c'est pour cela que le législateur a prévu deux niveaux. Le deuxième niveau, c'est pour les nouvelles installations industrielles. Donc vous voyez que la prise en charge de ces aspects de la gestion même de la ressource, la préservation de la ressource, qui est la source de l'économie nationale, est née. Après on est passé par rapport à la question des changements climatiques. Le premier acte, c'était la ratification de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et le protocole de Kyoto. Et après, il y a les lois. Donc vous avez dans la loi portant approbation de ce qu'on appelle donc le schéma national d'aménagement du territoire, on prévoit ce qu'on appelle les plans climat territoriaux intégrés. Dans ces plans, on intègre et l'aspect adaptation, mais aussi l'atténuation. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on est arrivé aujourd'hui vers la CPDN, la contribution prévue déterminée, dans laquelle l'Algérie s'est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre à un niveau supportable par les fonds propres, mais aussi justement, pour parler donc de ce transfert de technologie, on a dit qu'on peut aller jusqu'à 22% de réduction, mais il faut qu'il y ait un transfert... 22% de réduction de gaz à effet de serre pour l'Algérie, mais avec un partenariat, avec un financement étranger. Alors, c'est ça. donc quelles sont les conditions? D'abord, il faut qu'il y ait un transfert de technologie dans le domaine de la production propre. Il faut qu'il y ait aussi des aides financières, parce qu'on va rappeler quand même que le principe de base de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, il y a effectivement cette responsabilité commune, mais elle est différenciée. Différenciée comment? Parce qu'on n'a pas les mêmes... on n'est pas responsable... historiquement parlant, l'Algérie a émis une partie très fine en termes de pollution atmosphérique, notamment les gaz à effet de serre. Après, en 2005, il y a eu donc justement, comme élément de réponse... par rapport à l'adaptation au changement climatique, la création de l'Agence nationale du changement climatique. Cette agence, elle est chargée de l'intégration de la problématique des changements climatiques dans tous les plans de développement. L'éducation nationale, l'agriculture, les ressources en eau, la santé, et même au sein de l'entreprise industrielle. Maintenant, si vous voulez qu'on parle un peu de l'Agence nationale du changement climatique, elle est mise réellement, c'est-à-dire elle commence à exercer sa mission à partir de l'année passée, donc à partir de 2014, et donc le recrutement d'un personnel pour permettre à cette agence de jouer son rôle dans cette adaptation par rapport au changement climatique. Dans cette mise en place, il y a eu donc des partenariats. C'est pour cela que, justement, on cherche les partenariats même avec les entreprises privées pour la promotion des énergies renouvelables, pour l'intégration de cette problématique dans leur plan économique futur. Il y a aussi le partenariat. On cherche à acquérir un savoir-faire avec soit donc, les compétences nationales, mais aussi dans le cadre des partenariats, de la coopération, notamment avec, il y a deux projets phares. Le plan national climat avec donc le concours de la GIZ, c'est la coopération internationale allemande. On va acquérir un savoir-faire en termes d'efficacité énergétique, en termes des politiques d'adaptation et d'intégration, et même aussi de la réduction des gaz à effet de serre, qu'on va justement, donc après, reproduire à l'échelle nationale. Associer l'ensemble des acteurs dans cette
démarche. C'est-à-dire l'agence va devenir l'agent fédérateur de toute cette politique. Entre les différents acteurs, tout à fait. soucieux de mettre en place cette politique, cette lutte contre les changements climatiques. Mais il faut qu'on vous donne les moyens. Oui. On va aborder dans un tout petit instant la question des solutions, de la diversité des solutions qui existent avec vous, Monsieur Mehdi Khalfi. Mais juste avant, je vous invite à découvrir un reportage, puisqu'à partir de 2016, les émissions de carbone irréductible du Parlement européen pourront être pleinement compensées, l'institution devenant la première de l'Union européenne à être 100% neutre en carbone. Je vous invite à présent à découvrir un portrait, celui de Tokia Saïfi, députée au Parlement européen, ancienne ministre. Elle fut d'ailleurs entre 2002 et 2004 secrétaire d'État chargée du développement durable, mais aussi créatrice de la Semaine nationale du développement durable. Et Fela Benour est partie à sa rencontre. Un portrait et on revient juste après. Je suis contente de voir des enfants, des petits jeunes qui visitent et qui se rappellent l'histoire. C'est très important. C'est toujours important de se rappeler de ses racines. Loin du protocole et des formalités, l'arrivée de Tokia Saïfi au musée Bardot ouvre une parenthèse avec ses collégiens. Une rencontre spontanée où les notions politiques ne sont pas forcément compréhensibles pour ces enfants. Néanmoins, ce court moment était un pur partage, une émotion qui ouvre une fenêtre sur les souvenirs. Mon père est enterré ici à Biskra. Et par exemple, quand je suis dans des quartiers d'Alger, je repense toujours à lui parce que quand on était ici en vacances, il me prenait par la main, on marchait tous les deux. Il nous disait « Regardez comment je travaille, mon travail est très dur ». Et il nous disait « Vous allez bien travailler à l'école, il faut bien travailler à l'école, je veux que vous réussissiez parce que plus tard je veux que vous portiez une chemise blanche ». Il disait. Et pour lui, la chemise blanche, c'était symbole de réussite et que ses enfants auraient bien travaillé à l'école et qu'ils n'auraient pas le même destin que lui, difficile. Et ça, c'est resté ancré en moi et c'est vivant en moi. Et c'est tout ce qui a fait tout mon parcours. Et ma mère, c'est pareil, elle a élevé 10 enfants. Et la députée européenne est la 4e de cette fratrie. Originaire de l'Ichena, son père ouvrier sidérurgiste s'installe en France en 1948. Considérée comme la chouchou de la famille, Tokia obtient un diplôme en droit. Militante associative à Lille depuis les années 80, Tokia Saïfi est la première enfant d'immigration à occuper un poste politique dans un gouvernement français en 2002. Elle est nommée par Jacques Chirac secrétaire d'État au développement durable. Elle développe alors la notion de l'État exemplaire. Mais pas seulement, Tokia entame un véritable travail en direction des enfants. Elle est l'initiatrice de la Semaine du développement durable en 2003. J'avais une action importante envers les enfants. Et je disais, je compte sur les enfants pour éduquer les parents. Parce que les enfants, les jeunes sont beaucoup plus sensibles à cette démarche et ils la comprennent beaucoup mieux. Si on continue à vivre comme on vit aujourd'hui, nos modes de vie, il faudra plusieurs planètes. Et à propos d'environnement, justement, la planète attache beaucoup d'espoir à la COP21, la conférence de Paris sur les changements climatiques. Selon la parlementaire, tout repose sur les négociations entre les pays développés et les pays émergents. Autant les pays développés doivent faire un effort important et contraignant parce qu'ils en ont les moyens, mais il doit y avoir une aide pour les pays qui sont en développement. L'Algérie est une puissance régionale et elle peut servir, elle peut entraîner les autres pays autour d'elle, le Maghreb et même de façon beaucoup plus large, puisque l'Algérie est un pays qui est très écouté au niveau politique. Donc moi je crois que voilà, il y a une vraie synergie à mettre en place dans le sud de la Méditerranée. D'autant plus que l'Algérie peut compter sur l'élite d'origine algérienne installée partout dans le monde. Et aujourd'hui, c'est ce que je disais aux responsables, aux autorités algériennes, ils veulent donner. C'est le pays de leurs parents, ce sont leurs racines. Ils ne viennent pas pour prendre, ils viennent pour donner. Mais l'immigration aujourd'hui, il y a une génération où il y a des réussites transversales dans tous les domaines et secteurs d'activité. On a déjà en fichier 400 000 entrepreneurs d'origine algérienne en France et opérateurs. Il faut que le lien de confiance
existe soit rétabli, soit établi d'ailleurs, parce que c'est même pas rétabli, soit établi. La confiance, c'est le dernier frein qui reste, et si on doit changer les mentalités, on a une grosse communauté qui fait qu'attendre. On est dans le stand-by, on est dans la salle d'attente, mais qu'on nous donne les crayons de quoi écrire l'histoire avec notre pays qui est l'Algérie, tout simplement. Qu'aujourd'hui nous sommes dans une démarche de pont entre cette diaspora et l'Algérie. C'est parti. La démarche est entamée, nous sommes en train de la structurer. Et Turkia Saifi et ses frères, Nadir, Mustafa, Salim et les autres, sont très investis dans cette démarche gagnant-gagnant. Et la parenthèse reste donc ouverte, et ces enfants se souviendront peut-être un jour du sourire de cette dame à la chemise blanche. De retour sur le plateau de Diasporama. Alors, Monsieur Mehdi Kharfi, vous êtes spécialiste dans le domaine des énergies renouvelables, président de l'Union des professionnels des énergies renouvelables. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement quelles sont les solutions qui existent et notamment votre action dans le domaine de l'agriculture? Je pense que le défi en ce moment, c'est d'abord de répondre aux exigences du développement. Donc, qui répond lui aussi aux besoins du citoyen, de la société, de la nation de façon générale, et d'éviter les conséquences qui en découlent à partir de toutes ces industries et toute cette énergie fossile. Donc, c'est de prendre une alternative à côté, c'est de dire qu'on peut faire ça tout en assurant le développement, tout en assurant un excellent modèle de vie et en changeant un peu l'énergie, donc du fossile au renouvelable. Nous avons construit plus d'une dizaine de barrages. On n'a pas bénéficié d'une seule centrale hydroélectrique, qui est regrettable. On a amélioré nos conditions. Donc il y a H24 de l'eau sur Alger. Maintenant, on lave même des voitures avec de l'eau, etc. Donc il y a un gaspillage énorme. Il y a le solaire photovoltaïque, il y a le solaire thermique, on peut se chauffer à travers le solaire. On peut, la géothermie, recenser plus de 200 stations thermales qu'on n'utilise pas, qui partent dans... Est-ce que le solaire aujourd'hui, le solaire ne s'est pas encore démocratisé chez nous? Il reste encore assez... marginal, on peut dire ça? En fait, il est marginal parce qu'en termes de proposition, c'est maintenant qu'ils sont en train de découvrir qu'il est réellement une solution. Je prends l'exemple des investisseurs agricoles à qui on donne des centaines d'hectares de terrain et qu'on distribue à travers les wilayats, notamment au sud. Vous avez dernièrement à la wilaya d'Adrar 1350 bénéficiaires de terres agricoles qui dépassent des milliers d'hectares et que la Sonelgaz n'arrive pas à répondre parce que c'est une politique gouvernementale. En face, il y a une société qui a un plan de charge, qui a ses limites, ses capacités, son financement, etc. Donc, on n'arrive pas à alimenter tous ces sites. Et nous, on dit qu'on est là. Donc, on est arrivé à accompagner des investisseurs agricoles avec un pompage solaire, l'irrigation solaire, l'éclairage solaire, etc., même s'ils sont loin. Donc, et puis on a un pays vaste. Je pense que l'intelligence, elle est là. C'est le moment où jamais, où tout le monde va trouver son compte. L'État trouvera son compte, le gouvernement trouvera son compte, les institutions, le chiffre d'affaires, etc. Donc c'est tout le monde qui va bénéficier, absolument, qui va bénéficier de tout ça. Des exemples sont énormes. Si on prend les collectivités locales, l'éclairage route et autoroute, c'est un domaine énergivore extraordinaire. Ça bouffe d'électricité, ça bouffe de l'argent. Mais si on le transforme, on met de l'énergie solaire, vous avez à construire une fois par 5 ans. Voir si la batterie ne s'est pas déchargée totalement. Sinon, vous êtes peinard, vous ne payez plus rien. Et tout le monde et puis c'est très économe à long terme. Donc, dans le contexte... Le green business, justement, l'économie verte, l'économie verte peut être créatrice de richesse. Oui, l'économie verte, c'est tout cela. Mais une fois qu'on va faire ça, une fois qu'on applique ça, on aura besoin de panneaux, on fabrique les panneaux. On aura besoin de ceci, on fabrique. C'est toute une industrie qui va venir derrière. C'est comme le fossile. Après le pétrole, c'est quoi? C'est l'assiette, c'est le verre en plastique, c'est les lunettes en plastique. Donc il y a toute une industrie qui peut venir derrière et le développement sera assuré, les besoins seront assurés. C'est uniquement c'est la transition d'une énergie très négative, néfaste en ce moment pour la planète. On va y aller vers une autre énergie propre. Voilà. Monsieur Nadir Saifi, je rappelle que vous êtes président de l'association Écologie sans frontières.
Que peut aujourd'hui, quel est le poids aujourd'hui de l'engagement écologique face au lobbying des énergies fossiles? Il est énorme, mais et là on arrive à une période, à un moment clé où on est en pleine bagarre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les lobbies étaient supérieurs à ce que nous, les écologistes, on était là, mais ils sont gentils les écologistes, allez on passe à autre chose. Le sérieux, mais là maintenant ils peuvent plus dire ça et on s'aperçoit, vous voyez bien l'affaire Volkswagen, vous voyez bien toutes les grandes affaires. Tout ça ne fonctionne plus. Et effectivement, maintenant, il y a beaucoup d'entrepreneurs et déjà, ça passe par les entreprises, les citoyens, mais les entreprises qui commencent à intégrer en disant l'avenir de la planète, de notre pays, de notre entreprise, de notre ville ou de notre quartier, ça passe par la mutation, ce qu'on appelle la transition énergétique. Qu'elle soit la transition énergétique en matière d'écologie, en matière pour l'économie, et c'est très très important. Et c'est peut-être, si on a un mot, si on peut faire une sorte d'appel au gouvernement algérien, je sais qu'ils sont assez leaders là-dessus, c'est de leur dire soyez volontaires. Je sais que M. Sellel, le Premier ministre, va aller à la COP21. Ils vont faire des propositions. Et il faut que l'Algérie soit leader comme elle a toujours été dans d'autres domaines. Et l'économie, parce qu'il faut préparer l'après-pétrole, c'est vrai. Il y a juste ça qu'en Algérie on doit intégrer. Préparer l'après-pétrole. Est-ce que développer des partenariats avec des associations algériennes, ce serait envisageable? Nous on est partants et il faut que les Algériens sachent que on est à Paris, on est en France et les Algériens, les Français même d'origine algérienne ou les Algériens sont de tout cœur ici et on ne demande que ça. Maintenant il faut du répondant aussi. Il ne faut pas qu'on perde toute notre énergie on veut être efficace. Un chef d'entreprise, c'est efficace. Eux, ils veulent faire du business et c'est très bien. Voilà. Beaucoup de gens ont des bonnes volontés et des deux côtés de la... ces bonnes volontés des deux parts, des deux rives de la Méditerranée. Kamera Vezik, même question. Est-ce que vous envisagez peut-être de développer des partenariats avec des associations algériennes et puis aussi peut-être nous présenter les petits objets que vous nous avez amenés là sur le plateau? Oui, alors j'ai fait mon petit marché. Je me suis permise de vous ramener quelques objets vraiment à titre purement illustratif pour vous montrer quelques exemples de ce qui peut être fait au quotidien pour dire qu'on n'est pas obligé d'attendre effectivement que les grands de ce monde se décide. Nous, on avance. Alors ça, c'est la fameuse compote, c'est ça, toutes les mères de famille. Encore une fois, je vous disais, on génère beaucoup trop de déchets. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien? La petite compote qu'on donne aux enfants et qui a une durée de vie de 30 secondes, il existe le modèle réutilisable. Voilà, vous le re-remplissez une fois, vous le lavez bien sûr. Ensuite, vous le re-remplissez de soupe, de fromage, de compote, de ce que vous voulez. Hop, bien fermé. Et voilà. Donc ça, durée de vie très longue. Les mêmes pareil, les sportifs qui vont faire des événements, beaucoup de bouteilles gâchées, beaucoup de verres gâchés. Voilà, il existe des gourdes faciles à transporter, etc. Tout ce qui est sac. Tout à l'heure, on parlait des sacs plastiques là qui nous envahissent. Il y a énormément maintenant de sacs toujours plastiques mais réutilisables. Alors, on va juste prendre le temps de bien montrer les objets. Voilà, ça c'est le fameux le sac qui a été lancé par la mairie de Paris. Et maintenant, pratiquement toutes les grandes surfaces font leurs sacs réutilisables. Ici, là, c'est un peu plus rigolo. Là, c'est fait à partir d'un vieux jean. Donc voilà, un jean recyclé, réutilisé en sac tissu. Mais on disait que la mode du panier, même le panier en osier pour aller faire ses courses, revient. Voilà, donc la fameuse gourde, la gourde de compote, la pince fraîcheur. Donc là, une pince, c'est tout bête. On peut même prendre une pince à linge pour fermer les sachets, un sachet de chips, un sachet de pain, un sachet de gâteau, pour que la durée de vie soit plus longue. Et diminuer les emballages et diminuer surtout le gaspillage alimentaire. On jette énormément de choses. On rappelle le site internet de PicPic Environnement, picpic.org. www.pik.org. Alors nous ne sommes qu'un petit représentant de tout le monde associatif français, comme France Nature Environnement par exemple, qui regroupe énormément de structures, qui a développé des jeux, des guides. On retrouve aussi l'ADEME, qui est l'agence nationale qui fait énormément de guides. Voilà, tout ce petit monde-là est à disposition et vraiment c'est un appel à collaboration avec
avec l'Algérie, avec le monde africain en général, pour ces échanges de bonnes pratiques. On a énormément de choses à apprendre de l'Algérie et on aimerait faire connaître aussi ce qui se fait. Donc il y a des associations déjà très actives et on espère pouvoir collaborer. Et pour terminer, je dirais que je reste très très optimiste sur la manière dont la COP21 va se terminer. Quelles que soient les circonstances actuelles, l'Algérie certainement fera une contribution très ambitieuse. On voit que les autres pays africains comme l'Éthiopie aussi font des contributions très ambitieuses. Et encore une fois, quoi qu'il arrive, les citoyens n'attendront pas, les citoyens avanceront. Kamira Vezig, vous étiez notre invité de Diasporama ce soir. Merci à vous. Monsieur Omar Khaber, un mot pour conclure, un mot de fin peut-être? Vous savez, pour nous, d'abord, les changements climatiques ont un impact économique. Et pour nous, donc, la CPDN Algérie est une opportunité pour un développement durable de notre pays. Donc on va investir beaucoup entre 2016 et 2020 pour préparer un plan économique se basant sur les énergies renouvelables, sur la gestion efficace des déchets, le recyclage des déchets et sur aussi donc, la préservation des ressources qui sont à la base de l'économie nationale. Et voilà, donc je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous. Pour plus d'informations sur l'Agence nationale des changements climatiques, vous avez bien évidemment le site internet, les www.ancc.dz. Monsieur Saïfi Nadir Saïfi, un mot? Alors un petit mot juste pour dire qu'on débat, des fois on est passionné, mais c'est aussi pour les générations futures qu'on fait ça, et voilà, pour préparer, essayer de faire en sorte que tout le monde ait une vie meilleure. Je sais que nous, là-bas en France, on vit une période un peu difficile, mais il faut aussi de l'optimisme et se dire qu'on prépare un monde de fraternité et de paix. Voilà. Et je voulais un petit message personnel, donc comme on est en France et on en profite quand on est en Algérie, un petit message à Biskra, Tolga, Lichena, qui est le village de mes parents, et à Alger, je n'oublie pas Climat de France, parce qu'on a de la famille à Climat de France, Bab el Oued, et surtout Ronvalet, et un petit, particulièrement à ma cousine Hafida, que j'avais oublié la dernière fois. Je l'embrasse bien fort. On les salue au passage, le message est passé. Monsieur Mehdi Kharfi, un mot de fin? Ben moi, j'espère que la loi de finances de 2016 va bien se passer, qu'elle prendra en charge toute... c'est ça la réalité. Oui. J'espère qu'elle c'est le chef d'entreprise qui parle. Voilà, ces aspects, qu'il y aura des incitations, des encouragements pour aller dans ce sens. Très bien. Merci à vous. Diasporama touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui ont préparé cette émission. Émission réalisée par Rafiqa Amran et préparée par notre rédacteur en chef, Yazid Aït Mehiddin. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie.